C'est un tournant dans une guerre qui a déjà causé des dizaines de milliers de morts au Soudan, en Afrique du Nord-Est. Les forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire, ont annoncé cette semaine leur accord pour une trêve humanitaire proposée par un groupe de médiateurs internationaux. Cette décision survient peu après la prise de contrôle de la ville d'El Fasher dans le sud-ouest du pays, ce qui leur assure désormais le contrôle de la vaste région du Darfour. Mais derrière ce conflit meurtrier, plusieurs pays étrangers jouent également un rôle important. Mais alors quelles puissances internationales sont impliquées? Salut, c'est Samy, j'espère que vous allez bien. Voici le sujet à la une de ces actualités du jour. C'est la plus grande crise humanitaire au monde selon l'ONU. Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre civile sanglante qui oppose les forces armées soudanaises, dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan, aux forces de soutien rapide, une puissante milice paramilitaire menée par Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti. Pendant longtemps, ces deux hommes ont été alliés. Ils avaient d'ailleurs mené ensemble le coup d'État d'octobre 2021, qui avait mené à la chute du premier ministre de l'époque, Abdallah Hamdok. Suite à ça, Abdel Fattah al-Burhan avait pris le pouvoir à la tête d'un gouvernement militaire et Hemedti, commandant des forces de soutien rapide, était devenu le numéro 2 du régime. Mais il y a 2 ans donc, des membres des forces de soutien rapide de Hemedti ont attaqué Abdel Fattah al-Burhan dans l'objectif de prendre le pouvoir à leur tour. Depuis, une guerre violente oppose les deux camps pour prendre la tête du pays et la population en paye le prix fort avec des milliers de morts, des crimes de guerre, des déplacements massifs et la destruction des infrastructures essentielles comme les hôpitaux et les écoles. Le nombre précis de personnes tuées dans le conflit reste difficile à évaluer, mais il a déjà fait au moins 150 000 morts. Par ailleurs, le pays compte environ 13 millions de déplacés, ce qui en fait la crise de déplacement la plus importante et la plus rapide au monde, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il faut aussi noter que la moitié des 44 millions de Soudanais sont au bord de la famine, selon un correspondant du journal Le Monde en Égypte qui suit la situation au quotidien. Et donc si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que les forces de soutien rapide ont pris le 26 octobre dernier la ville d'El Fasher, qui était la dernière grande agglomération du Darfour, encore hors de leur contrôle. Depuis, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme affirme avoir recueilli des récits faisant état d'exécutions sommaires, de massacres, de viols, d'enlèvements, de pillages et d'attaques contre le personnel humanitaire, ainsi que des déplacements forcés commis par les paramilitaires. L'ONU a d'ailleurs alerté sur un risque très élevé de génocide au Soudan, notamment dans les régions du Darfour et du Kordofan. Le 3 novembre, la Cour pénale internationale a averti que les exactions commises à El Fasher pourraient, je cite, constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Des images satellites récentes ont d'ailleurs révélé la présence de fosses communes à El Fasher, ce qui témoigne de l'ampleur des massacres commis dans la région. Maintenant qu'on a dit ça, il faut savoir que les paramilitaires ont annoncé ce jeudi un accord pour une proposition de trêve humanitaire portée par un groupe de médiateurs appelé le Quad et composé des États-Unis, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et de l'Égypte. Et cette aide humanitaire, elle vise à permettre l'acheminement urgent d'aide et de protection des civils. Des explosions ont notamment retenti ce vendredi près de Khartoum, au lendemain de l'annonce par les paramilitaires de leur accord pour une trêve humanitaire. En tout cas, au-delà des rivalités internes, ce conflit est aussi devenu un terrain fertile pour des ingérences étrangères. Plusieurs puissances internationales aux motivations géopolitiques et économiques jouent un rôle direct ou indirect qui prolonge donc et alimente cette violence au sein du pays. Au premier rang, on trouve la Russie. Officiellement, le pays soutient la souveraineté du Soudan et s'oppose à toute intervention militaire étrangère, comme elle l'a montré en bloquant à l'ONU plusieurs résolutions appelant à un cessez-le-feu. Mais par l'intermédiaire du groupe paramilitaire Wagner, la Russie soutient militairement les forces de soutien rapide en leur fournissant des armes sophistiquées, notamment depuis des bases en Libye. Selon une enquête notamment menée par CNN, Wagner contrôle également des concessions minières dans le pays où l'exploitation illégale de l'or génère des milliards de dollars. Tout ça permet à la Russie de contourner les sanctions occidentales et d'étendre son influence géopolitique en Afrique de l'Est. Les Émirats arabes unis sont aussi un autre acteur clé. Très tôt dans la guerre, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan a accusé les Émirats arabes unis de fournir des armes et des mercenaires aux forces de soutien rapide, en passant par des pays voisins comme le Tchad, la Libye, le Kenya et la Somalie. Alors les Émirats démentent ces accusations, mais plusieurs enquêtes internationales basées sur des données publiques prouvent le contraire. Le soutien des Émirats arabes unis au FSR serait motivé notamment par l'or extrait dans la région du Darfour et contrôlé par cette milice. Cet or est ensuite exporté illégalement vers Dubaï, qui est un grand centre mondial de transformation de l'or. Résultat, depuis la prise violente d'El Fasher par les forces de soutien rapide, les Émirats sont de plus en plus critiqués, notamment sur les réseaux sociaux où des appels au boycott circulent. L'ambassadeur soudanais à l'ONU a par ailleurs demandé une pression internationale forte contre les Émirats arabes unis, désignés comme fournisseurs d'armes principaux. Le silence des pays occidentaux est aussi dénoncé, d'autant plus que plusieurs armes utilisées par les FSR proviennent de constructeurs européens et nord-américains via les Émirats arabes unis. Ce soutien militaire alimente et prolonge donc cette guerre violente. En face, l'armée soudanaise bénéficie de soutiens régionaux tout aussi déterminants. L'Égypte est un allié historique d'Al-Burhan, elle fournit des équipements, des formations militaires et un soutien politique, et l'Iran livrait également des drones armés à l'armée soudanaise, ce qui a changé l'équilibre sur le terrain ces derniers mois. L'Arabie saoudite et les États-Unis, eux, tentent officiellement de jouer les médiateurs, mais continuent à entretenir des relations stratégiques avec les acteurs du conflit. Les États-Unis
États-Unis cherchent par exemple à contrer l'influence russe par un soutien indirect à certains groupes et par un engagement diplomatique intense pour contenir l'instabilité régionale. Enfin, il y a les puissances qui, sans livrer d'armes, contribuent à la guerre par leur inaction. L'Union européenne, par exemple, condamne les violences mais ne parvient pas à imposer de sanctions efficaces, notamment par crainte de déstabiliser davantage la région. On peut aussi citer les pays voisins qui sont dépassés par l'ampleur de la crise et qui redoutent son impact. Le Tchad, le Soudan du Sud ou l'Éthiopie accueillent par exemple des centaines de milliers de réfugiés mais n'ont pas les moyens de faire plus. Résultat, la catastrophe humanitaire s'aggrave dans un silence quasi total. Si vous voulez en savoir plus, on vous met des liens en description et je vous laisse avec Brice pour les actualités en bref. Merci Samy et bonjour à tous. On reste à l'international avec cette info. La ville de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, serait sur le point de tomber aux mains de l'armée russe. Alors l'information a été démentie ce mercredi par l'état-major ukrainien pour qui, je cite, il n'y a aucun encerclement de nos unités et de nos divisions. Mais ce vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a parlé d'une situation compliquée. Et la veille, ce jeudi, l'Institut américain pour l'étude de la guerre, un groupe de réflexion basé aux États-Unis qui fournit des analyses sur les questions de défense et d'affaires étrangères, a rapporté que les troupes russes augmentent leur présence dans la région de Pokrovsk. La ville de Pokrovsk se trouve à un carrefour logistique et ferroviaire, mais elle est totalement vidée de ses habitants et composée en grande partie de ruines. Sa prise par la Russie serait donc surtout symbolique. À noter également qu'une nouvelle attaque russe a visé des infrastructures énergétiques en Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi. À Dnipro, dans l'Est, un drone a tué au moins une femme et des coupures de courant ont touché le pays. Deuxième info, le ministre de l'économie Roland Lescure a assuré ce samedi sur France Info qu'il serait sans merci contre la plateforme de e-commerce chinoise Shein. Pour le contexte, ce mercredi, le gouvernement avait engagé une procédure de suspension de la plateforme Shein en France sur demande du Premier ministre Sébastien Lecornu. Le gouvernement avait donné 48 heures à la plateforme pour retirer des produits interdits vendus sur son site. Par exemple, des poupées à caractère pédopornographique et des armes de catégorie A qui sont donc interdites au public sauf dérogation. Ça peut comprendre des fusils semi-automatiques ou encore des grenades. Shein a finalement enlevé de nombreux produits sur son site et supprimé l'accès à son marketplace où étaient commercialisés les produits de vendeurs tiers. La plateforme n'avait donc pas été suspendue. Mais le ministre de l'économie a notamment assuré ce samedi sur France Info que, je cite, les procédures se poursuivent à l'encontre de Shein et que l'arsenal continue de se déployer. Et enfin, on finit avec cette info, le généticien et biochimiste américain James Watson, l'homme qui a découvert la structure de l'ADN, est mort ce vendredi à l'âge de 97 ans. Il avait reçu le prix Nobel de médecine en 1962 avec 2 collègues pour avoir découvert que l'ADN possède 7 structures en forme de double hélice. Cette découverte avait révolutionné la médecine et permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'ADN qui contient notamment nos marqueurs génétiques. James Watson avait par la suite eu des propos racistes, sexistes et eugénistes, donc le fait de vouloir améliorer l'espèce humaine par une sélection génétique, une vision datant du 19e siècle et prônée notamment par la politique nazie. À l'époque, ces propos l'avaient forcé à démissionner de son poste au Cold Spring Harbor Laboratory aux États-Unis et il avait été écarté de la communauté scientifique jusqu'à sa mort ce vendredi. Merci Brice, c'est tout pour ces actualités du jour. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Instagram ou encore TikTok. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.